des effectifs en Allemagne d'ici 2 ans, décision annoncée lors du 56e sommet franco-allemand. Jacques Médecin ne rentrera pas en France immédiatement. La succession à la mairie de Nice s'annonce de plus en plus floue. La NASA en panne, 4e échec pour le tir de Columbia, 4e fuite d'hydrogène. Enfin, Formule 1, allez-y chez Ferrari. Le 2e prodige français rejoint le 1er Alain Prost en Italie. Bonsoir, on ne connaîtra peut-être jamais le meurtrier du petit Grégory mort noyé dans la Vologne en octobre 84. Le juge Simon, qui instruisait cette affaire, sera dessaisi du dossier demain pour une raison médicale. Il n'est pas en bonne santé. Du coup, l'enquête va repartir de zéro, 6 ans plus tard. Éric Thibault. C'est demain que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon devrait dessaisir pour raison médicale le juge Simon du dossier de la Vologne. En effet, Maurice Simon a été terrassé par une crise cardiaque en janvier dernier et a dû subir 2 opérations à cœur ouvert. Après 6 ans d'instruction, l'affaire Grégory connaîtra donc son 3e juge. Ce fut d'abord Jean-Michel Lambert, dessaisi du dossier en juin 87 et remplacé par Maurice Simon. Enfin, le nouveau magistrat instructeur devrait être Jean Martin, un ami du juge Simon. Question ce soir. Le nouveau juge reprendra-t-il l'affaire à zéro? Arpentera-t-il lui aussi la vallée de la Vologne à la recherche de nouveaux indices? Ou au contraire, suivra-t-il les orientations de son prédécesseur? Après 29 mois d'enquête, le juge Simon s'apprêtait à clore le dossier. Dans cette affaire maudite, on se dirigerait alors vers un non-lieu pour Christine Villemain. 6 ans après avoir retrouvé le corps du petit Grégory, pieds et mains liés, le mystère de la Vologne reste entier. Il y a encore 360 Français retenus en otage en Irak et au Koweït. C'est le chiffre donné aujourd'hui par le Quai d'Orsay, qui doit accueillir d'un instant à l'autre à Orly les 4 Français libérés hier. Hervé Dino est sur place, il nous appellera peut-être au cours de ce journal. Pendant ce temps, la coordination et la coopération entre les différentes armées européennes et occidentales se renforcent. En ce moment même, les 9 de l'UEO, l'Union de l'Europe occidentale, discutent en effet d'une action concertée dans le Golfe, une action à l'exemple de ce qui se passe déjà dans la marine. Explication, Pierre Babet. Dans un peu moins d'une demi-heure, les 9 responsables européens de la diplomatie et de la défense devraient se quitter avec en poche un plan de concertation de leurs activités militaires, terrestres et aériennes au Moyen-Orient. Ce qui se fait déjà sur mer. Dans le Golfe Persique, en mer Rouge, au large d'Ormuz, les marines européennes ont depuis longtemps coordonné leurs mouvements et leurs activités. Elles ont ensemble dessiné des zonex, des carrés ou des rectangles de mer affectés à chacun des bâtiments, ce qui évite de doubler les contrôles ou au contraire de laisser des trous béants. Mais pour la terre ou pour l'air, c'est autrement compliqué. D'abord parce que les forces évoluent sur un territoire souverain et non plus sur la mer. Et ensuite parce que la frontière est très étroite entre coordination et subordination. Mais ce que devrait permettre la concertation de l'UEO, c'est là aussi de mettre en commun tout ce qui peut l'être, renseignement, logistique, entraînement. En laissant soigneusement de côté tout ce qui achopperait au plan politique, l'Europe de la défense avance, mais sur le terrain. Au même moment, en Europe, disparaissent les séquelles de la Seconde Guerre mondiale. Les soldats français en poste en Allemagne vont rentrer progressivement au pays. En 2 ans, 20 000 soldats vont ainsi quitter l'Allemagne. C'est donc la moitié des effectifs français qui sera rapatriée. Une décision annoncée conjointement par François Mitterrand et Helmut Kohl lors du 56e sommet franco-allemand, le dernier avant la réunification. Reportage de nos envoyés spéciaux à Munich, Memona Interman. François Mitterrand et Helmut Kohl se sont engagés solennellement à intensifier leur coopération. Dans une déclaration commune, l'Allemagne et la France promettent de rester, je cite, le moteur de la construction européenne. Et ça marche, dit François Mitterrand. Le chancelier allemand, pour sa part, a affirmé « L'unité allemande se fera de pair avec l'unité politique de la communauté des 12. Autrement, a expliqué Kohl, nous, Allemands, nous ne pourrions retenir les leçons de l'histoire. » Pour montrer que l'Allemagne refuse toute tentation de dérive solitaire, Kohl demande qu'une partie des soldats français reste en Allemagne. Pour François Mitterrand, l'objectif est de rapatrier nos troupes, mais la demande de Kohl peut être utile. Car il y a des inconnus. La démarche entre l'Allemagne et l'Union soviétique pour le départ des troupes qui se trouvent aujourd'hui en RDA, les convenances de nos alliés qui partageaient avec nous la garantie du statut de l'Allemagne,
mais aussi avec nos amis allemands. Et à propos du Golfe, l'idée d'associer les Européens dans une force commune paraît pour le moment impraticable. François Mitterrand n'a laissé aucune illusion là-dessus. Il l'a expliqué, tant qu'il n'y aura pas en Europe un pouvoir politique uni, chaque gouvernement prendra ses propres décisions de sécurité et décisions militaires. Ces événements en Europe et dans le monde se déroulent à un tel rythme qu'on est quelquefois frappé d'amnésie. Qui se souvient encore du formidable mouvement qui a libéré les pays de l'Est? Qui se souvient de Lech Walesa, hier star mondiale, aujourd'hui citoyen presque anonyme? Eh bien, Lech Walesa se rappelle à notre bon souvenir. Il est en effet candidat aux élections présidentielles et sa candidature sème le trouble au sein de la coalition gouvernementale. Les principaux dirigeants se sont en effet réunis aujourd'hui pour une table ronde. Objectif avoué, fixer un calendrier pour les présidentielles. La réalité, c'est tout simplement un face-à-face entre les deux chefs historiques de Solidarité. Mathilde Pradier. Arrivée en rafale des principaux dirigeants polonais pour la réunion convoquée par le primat de Pologne. Tout d'abord, le président Jaruzelski, puis le premier ministre Tadeusz Mazowiecki et le président de Solidarité, Lech Walesa. Cette table ronde qui doit fixer le calendrier électoral est aussi la réunion des désunis de Solidarité. Elle intervient après l'annonce officielle de la candidature de Lech Walesa à la présidence de la République. Il faut aller plus vite dans l'application des accords de Gdansk en 1980. Pour le leader syndical, trop de partisans de l'ancien régime restent à des postes importants. Il se pose ainsi en adversaire politique direct de Tadeusz Mazowiecki, son ancien compagnon de Solidarité, celui qu'il a lui-même désigné pour être le premier chef de gouvernement non communiste. Avec sa candidature, Lech Walesa accentue aussi la pression qui s'exerce sur le général Jaruzelski pour l'obliger à démissionner. Les élections présidentielles devraient se tenir entre cet automne et le printemps. Au-delà des dissensions, la Pologne poursuit son apprentissage de la démocratie. Jacques Médecin, qui se trouve en Uruguay, a peur. Il a confié à l'agence France-Presse, cela ne lui ressemble pas, mais l'ancien maire de Nice ne veut pas retourner en France parce que certaines personnes veulent sa peau. Je le cite. Il faut dire que ses amis politiques ne lui demandent pas de rentrer. Ils s'occupent de sa succession et entendent bien se mettre d'accord malgré les difficultés. Albert Ipamonti. Installé dans un premier temps chez son ami Carlos Menem, le président de la République argentine, Jacques Médecin a franchi la frontière et passé les 3 derniers jours en Uruguay dans la station balnéaire de Punta del Este, dans un hôtel où il avait l'habitude de descendre. Pas du tout abattu. Il va combattre, il va combattre selon vous? Ah, je ne sais pas, mais son attitude, je ne l'ai pas trouvée différente. Donc, il a toujours une attitude de fier, vraiment, et indigné. Mais ça, c'est déjà, il y a déjà du temps qu'il mène cette bataille. Je ne sais pas quels sont ses plans, je ne sais pas. D'Amérique du Sud, Jacques Médecin a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de revenir immédiatement en France. Il tiendra une conférence de presse à Punta del Este ou Montevideo dans les jours prochains. À Nice, la surprise passée, son successeur pense ne pas le revoir de sitôt. Je ne reconnais pas du tout le style du maire. Je pense que monsieur le maire a craqué. Honoré Bellé, sénateur âgé de 70 ans, devrait lui succéder. Mais le siège est également convoité par la jeune classe de l'opposition. Mais pas question de guerre ouverte, car le danger est vraiment trop grand à l'extrême droite. En aucune. Oui, c'est un représentant du RPR qui excluait tout accord possible avec le Front National, mais un incident technique ne nous a pas permis de voir la fin de ce reportage. D'après le Canard enchaîné, les douanes ont saisi 600 000 francs dans des bagages destinés à Jacques Médecin. Les centristes sont incorrigibles, ils jouent à se faire peur, mais ils jouent seulement Pierre Méhaignerie. Était, nous disait-on, menacé, Pierre Méhaignerie vient d'être reconduit. Il faut dire que dès l'ouverture des journées parlementaires de l'UDC, l'Union du Centre, Pierre Méhaignerie a mis les points sur les i. Il conservera la présidence du CDS et celle de l'UDC, et cela malgré l'avis contraire de certains députés centristes. Reportage sur place de Michel Lemerle et Georges Minangua. En arrivant à ces journées parlementaires de Vitré, Pierre Méhaignerie avait quelques soucis à se faire. Pendant tout l'été, les critiques internes ne l'avaient pas épargné. Direction trop molle, pas assez médiatique, ligne politique trop ambiguë, au point de se demander si le président du groupe UDC allait conserver son fauteuil. Réponse. Ma décision est prise. Je conserverai
les responsabilités de président du CDS et de l'UDC. Bien sûr, tout cela ne masque pas les clivages, notamment entre ceux qui voient dans les structures de l'Union de l'opposition une véritable planche de salut et ceux qui ne voient qu'un pis-aller. À Vitré, rien n'a cicatrisé, mais on a pansé les plaies, les apparences sont sauves. Et l'on s'est même payé le luxe de voter un soutien à Pierre Méhaignerie à la quasi-unanimité. Ça ne s'arrange pas à la sécurité sociale, les syndicats bougonnent et pour une raison précise. La raison, c'est tout simplement le refus du gouvernement d'accepter les augmentations de salaire proposées par les gestionnaires. L'enjeu, c'est en fait le contrôle pur et simple du pouvoir au sein de la Sécu. Marie-Hélène Tichou. Au départ, vous remplissez une feuille de la sécurité sociale à la pharmacie ou chez le médecin, vous touchez des allocations familiales, une retraite. En théorie, le rôle de l'État est simplement de décider des taux de remboursement, des montants des cotisations, des allocations. Les 180 000 salariés de la Sécu qui traitent vos dossiers n'ont pas affaire directement à lui. Leur salaire, leur carrière, dans le cadre d'une convention collective, est gérée par les administrateurs de l'UCANS, l'Union des caisses de la sécurité sociale. Ces administrateurs sont les partenaires sociaux, le CNPF, et les syndicats. C'est ce qu'on appelle la gestion paritaire. Aujourd'hui, cette répartition des rôles éclate. La raison, le gouvernement met un veto à l'augmentation de salaire proposée par les syndicats. Raison invoquée, la hausse est supérieure à celle accordée dans la fonction publique. C'est la crise. Déjà en juin, le CNPF avait pris prétexte d'un premier refus pour démissionner. Aujourd'hui, c'est au tour de la CGC et de la CFDT. Nous n'avons pas l'habitude à la CFDT d'être des marionnettes. Quand nous prenons des décisions dans un conseil d'administration et que le gouvernement refuse d'appliquer ces décisions, nous disons halte là. La CFDT met aussi en cause la gestion de Force ouvrière et du CNPF dans les caisses depuis des années. De leur côté, la CGT et Force ouvrière refusent de démissionner. Le problème est de savoir si oui ou non le gouvernement veut prendre en charge la gestion directe du personnel de la sécurité sociale. Et ça, je veux l'en empêcher. La tension monte alors que dans l'Essonne, les salariés de la Sécu sont à leur 3e mois de grève. La CFDT lance un mot d'ordre d'arrêt de travail pour le 26 septembre. Le gouvernement souhaite nommer un administrateur provisoire. Reste à savoir si juridiquement il le peut. Le ministre de l'Intérieur, Pierre Jox, a décidé d'entamer une procédure disciplinaire à l'égard de 6 fonctionnaires des renseignements généraux quant au RPR. Il demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur le fonctionnement des renseignements généraux. C'est évidemment une conséquence de la disparition du pasteur Doucet. Il reste une question, pourquoi le pasteur a-t-il disparu? Le reportage qui va suivre tente d'établir précisément le portrait de ce pasteur pas comme les autres. Il comprend notamment les dernières images et la dernière déclaration de Joseph Doucet. C'était quelques jours avant sa mort. Reportage Jean-Marc Pitt. Bon appétit. Le centre du Christ libérateur, c'était pour certains chrétiens en différant avec leur sexualité une sorte de havre. Joseph Doucet, belge, 45 ans, était pasteur jusqu'à ce que son église le rejette parce qu'il célébrait des unions homosexuelles. Homosexuel lui-même, il se disait sexologue et conseillait les âmes tourmentées. Le 19 juillet, 2 hommes sont venus au domicile du pasteur. Ils se sont prétendus policiers, ont présenté une carte. On ne l'a jamais revu. Depuis, Guy Bondard, son compagnon, tente de perpétuer la tradition d'accueil. Mais les visites se font rares aux 3 bis de la rue Clairaut. Dans cette minorité, on n'aime guère la publicité. Lorsqu'ils ont appris que le pasteur était surveillé par les renseignements généraux et que sa disparition pourrait être liée aux zèles de quelques inspecteurs, certains ont préféré prendre leur distance. Guy Bondard, lui, ne désarme pas. Bien sûr, il se félicite des progrès de l'enquête. Grâce au témoignage d'un indique dont les RG voulaient se servir contre Doucet, 2 inspecteurs, Jean-Marc Dufour et Pascal Passamonti, ont été inculpés et suspendus de leurs fonctions. Mais il craint qu'on oublie les véritables responsabilités. Il me semble que de parler d'une simple bavure ou d'une simple faute due à des brebis galeuses dans certains services ou due à l'alcool n'est pas suffisant. Quelques jours avant sa disparition, le pasteur évoquait le monde des transsexuels. Sa grande discrétion sur les gens qui venaient le consulter ne l'empêchait pas d'évoquer leurs origines très variées. Ça peut être des gens de l'extrême droite ou des témoins de Jéhovah ou des gens qui appartiennent à Tendance Monseigneur Lefebvre ou de nouveau des classes bourgeoises, des très hauts fonctionnaires ou des membres de la vieille aristocratie française qui me permet quelquefois d'entrer dans un univers que j'ignorais entièrement.
A-t-il été victime d'un de ces univers très fermés? Le pasteur n'aura peut-être jamais l'occasion de le dire. Béatrice Nivois résume les autres événements du jour couverts par notre réseau régional. À la gare du Nord à Paris, un incendie a ravagé cet après-midi un immeuble en rénovation de la SNCF. Le foyer a pris naissance dans les combles de l'immeuble. L'incendie a détruit 800 mètres carrés de bâtiments sans faire de victimes. On ignore encore les raisons du sinistre. Le trafic de la gare du Nord n'a jamais été interrompu. La salmonelle serait à l'origine de l'hospitalisation de 5 personnes travaillant à l'usine Alstom d'Éré près de La Rochelle. Leur état de santé ne suscite plus d'inquiétude. 80 autres membres de l'usine sont en arrêt de travail. La DAS a fait des analyses sur l'eau et surtout sur les restes de repas servis par la cantine de l'usine. Les cuisines sont restées fermées. Devra-t-on payer les sacs en plastique que l'on trouve gratuitement dans les grandes surfaces en ce moment? La plus grosse entreprise qui les fabrique en Alsace connaît actuellement des difficultés. Conséquence de la crise du Golfe, leur prix a augmenté de 35%, c'est-à-dire que le prix de la matière première est égal aux 2 tiers du prix de vente. À 10 centimes pièce, ils seront sans doute plus chers d'ici quelques temps. C'est un laboratoire grenoblois leader en peinture industrielle qui a livré en 2 jours plus de 20 tonnes de peinture couleur sable. Elle a été élaborée par des spécialistes militaires et elle n'est pas détectable par les infrarouges. Cette peinture recouvre dorénavant tous les véhicules de l'armée française partis pour le Golfe. Émotion à Créteil après la mort de Samy, 17 ans, surpris par les policiers lors d'un vol à la roulotte dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon les policiers, il a succombé à une crise cardiaque dans la cour du commissariat. Pascal Justice. C'est ici, cité Fleming, à Bonneuil-sur-Marne, que Samy et son copain Rogero sont surpris par une patrouille de police dans une voiture qui ne leur appartient pas. Les 2 adolescents s'enfuient, seul Samy est rattrapé. Arrivé au commissariat, il décède subitement dans la cour. L'autopsie révèle qu'il est mort d'une crise cardiaque. Officiellement, l'arrestation s'est faite sans violence, après une course-poursuite, mais ça n'est pas la version de ce copain Rogero. La police est venue. Quand nous avons sauvé la police, il a accéléré plus. Nous, on s'est sauvés par là, tout droit. Bon, moi, j'étais caché. Et quand la police, il a dit « Arrêtez-vous », Samy s'est arrêté. Et moi, j'ai couru pour l'instant. Et M. Samy, il s'est arrêté carrément. Et il avait les genoux par terre. Il a mis les menottes derrière les mains. Il l'a traîné jusqu'à la voiture. Samy a-t-il été frappé? Samy avait 17 ans, personne ne lui connaissait de faiblesse cardiaque, tout juste un peu d'asthme. L'enquête a été confiée à la police des polices et une contre-expertise a été demandée. L'Amérique bénie des dieux du sport, Atlanta a été choisie pour l'organisation des nouveaux Jeux Olympiques en 1996 au détriment d'Athènes. Mais il paraît que Coca-Cola y est pour quelque chose. Didier Chaumont. The National Olympic Committee has awarded the 1996 Olympic Games to the city of Atlanta. Atlanta, candidat heureux, Maynard Jackson, le maire de la cité américaine, pleure d'émotion. Il vient d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques d'été de 1996. Les Jeux du centenaire, énorme liesse de joie dans la patrie de Martin Luther King. Atlanta, capitale du Coca-Cola, qui est l'un des parrains des JO. Atlanta a su mettre en avant ses atouts financiers et techniques. La capitale de la Géorgie, avec ses 500 000 habitants, offre toutes les garanties d'une grande métropole. Un immense nœud ferroviaire, routier et aérien. Elle se définit d'ailleurs elle-même comme la ville du sport du 3e millénaire. Atlanta a battu Athènes, berceau de l'olympisme. La légende n'aura pas triomphé de l'argent. Un budget d'1 milliard de dollars. 12 ans après Los Angeles, Atlanta sera elle aussi placée sous le signe du profit. L'esprit de Pierre de Coubertin aurait-il disparu à jamais? Élise Lucet est ravie ce soir. Son chouchou va piloter l'année prochaine une très belle voiture rouge. Une très belle voiture rouge, c'est Jean Alesi qui a signé aujourd'hui chez Ferrari. Le jeune prodige a donc enfin trouvé une voiture à la mesure de son talent. Alesi et Prost, la Squadra en Italie, c'est tout simplement un rêve. Dominique Champeau. C'est à Phoenix, Arizona, que pour la première fois Jean Alesi fit parler de lui cette année. En glissant son museau de jeune pilote prodige sous les moustaches d'Ayrton Senna, il attira d'entrée l'attention des responsables d'écurie. Engagé chez Tyrrell, réclamé chez Williams, c'est finalement chez Ferrari qu'il bouclera un itinéraire programmé depuis l'enfance. Papa est carrossier, il a été aussi pilote de rallye et moi je suis pilote automobile aussi. Maintenant la course automobile à la maison c'est la principale discussion.
Rien d'étonnant donc à ce que Jean Alesi, 26 ans, soit un enfant du kart et des formules de promotion. Passé du trophée R5 Turbo à la Formule 3000, il a suivi l'itinéraire classique qui mène à la Formule 1. Ken Tyrrell fut le premier à lui faire confiance. Aujourd'hui, c'est un peu en partie grâce à lui aussi si avec Prost, Ferrari devient presque une voiture française. Voilà, allez-y, c'était pour Élise Lucet. Jimi Hendrix, c'est pour ma génération. Il est mort il y a 20 ans, il a droit cette année à un bel hommage. Film, concert, exposition pendant toute la semaine. La mémoire de Jimi Hendrix va hanter tout Paris. Une mémoire présente même pour la jeune génération. Reportage d'Annie-Claude Elkaïm. Quand son maître est mort en 70, Yazid avait 5 ans. C'est dire qu'il swingait plus au rythme des comptines que sur les riffs du grand Jimmy. Et pourtant, 20 ans après, Yazid a remué ciel et terre pour que cette semaine soit à la hauteur de la légende. Expo, film, concert autour de ce 18 septembre où Hendrix, il y a 20 ans, a tiré sa révérence à grands coups de barbiturique. Pour moi, personnellement, Jimmy n'est pas de retour. Jimmy est mort, mais il n'est pas de retour parce qu'il a toujours été là, quoi. Figure emblématique de sa génération, le mythe Hendrix a non seulement résisté au temps, mais il s'est, pour les fils de ses fans, totalement amplifié. Quand je dis aux Anglais « Hendrix is my God », ils rigolent en fait. Mais pour moi, c'est un mot qui exprime toute la passion que j'ai pour lui, quoi. C'était l'époque des révoltes étudiantes, des Black Panthers et de la guerre du Vietnam. C'était l'époque de Woodstock et de l'île de White. Une époque que les quadragénaires regardent aujourd'hui avec nostalgie et dont seule la musique, celle d'Hendrix et de quelques autres, n'a pas pris une seule ride. Et le 19-20 salue l'arrivée d'un nouveau-né dans la presse écrite, Budget Famille, un nouveau-né qui va grandir très vite. Son papa est puissant, c'est le groupe Reader Digest. Ce mensuel devrait vous aider à mieux gérer votre budget précisément. Ce n'est pas un hasard si c'est une femme qui fait la une. Un sondage publié par le mensuel révèle que dans les 2 tiers des couples, le budget familial est géré par madame. C'est elle qui décide. C'est de plus en plus vrai dans de nombreuses professions. Mais faut-il s'en plaindre? Oui, tout à fait. Le prochain rendez-vous avec l'information sur la chaîne, c'est Soir 3, bien sûr. Soir 3, 22h10, présenté par Marc Hautement. Avant cela, la deuxième partie de Bouvard et Pécuchet. Et après cela, la deuxième partie de Studio 4, le reportage de Serge Moati. Fin de ce 19-20, à demain 19h. Bonsoir et bonne soirée sur la 3. Bonsoir. En quelques secondes, la météo de Florence Klein.